Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui je reçois une artiste pluridisciplinaire, divine, solaire, comédienne, danseuse, chanteuse. Elle reprend à partir du 16 octobre ce rôle qui lui va si bien, celui de Joséphine Baker au Théâtre Bobino. Le spectacle musical imaginé par Jean-Pierre Hadida retrace la vie trépidante de cette icône. Comment incarner un tel personnage? De quoi s'est-elle inspirée? Lauréate des trophées de la Comédie Musicale 2023 dans la catégorie Révélation féminine, elle va nous dévoiler sa méthode de travail et son mindset pour parvenir à ce résultat. Moi, je la sens connectée, je la sens inspirée. Aujourd'hui, votre coach, c'est Nevedia. Bonjour Nevedia. Bonjour. Merci d'être là. Nevedia, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024? En cette année 2024, beaucoup de belles choses, donc de beaux projets sur lesquels je suis déjà, dont Joséphine Baker, le musical. Et puis j'aspire encore à d'autres rôles, peut-être du cinéma. J'aimerais beaucoup. Okay. Cinéma, série. I'm here. Alors, on va revenir sur ton enfance un peu pour te connaître, te découvrir. Raconte-nous, tu es d'origine martiniquaise. Où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Vers-sur-Marne. Okay. Petite banlieue tranquille, sympathique, calme. Frères et sœurs? Frères et sœurs, oui. Un grand frère, une petite sœur. Tes parents? Artiste? Ouais. Mes parents, alors pas du tout artistes. Ma mère a coutume de dire qu'elle chante comme une casserole. Je dirais pas que c'est le cas. Je trouve qu'elle chante bien, ma maman. Et mon papa chantait un petit peu. Mon frère a rappé. Okay. Il chante, il a une voix grave absolument sublime. Et ma sœur, c'est très rare de l'entendre chanter, mais j'aime beaucoup. Et toi, enfant, à quoi tu pensais? Tu rêvais de quoi? Alors moi, enfant, déjà, je passais mon temps dans ma chambre à écouter Whitney Houston, Mariah Carey et à chanter. J'ai dû vraiment casser les oreilles de mes parents. Vraiment, les parents, bravo. Ils ont vraiment beaucoup de patience, je trouve, parce que ça durait des heures, quoi, à essayer d'imiter les whistle voice de Mariah Carey, ah oui. I Will Always Love You de Whitney, ils ont dû l'entendre des millions de fois. Et puis ensuite, je me suis mise au piano. Enfant, t'avais quel âge? Dès toute jeune en fait, mais je pense que ce que j'ai commencé, je pense que mon premier amour ça a été la danse. J'ai moins poursuivi la danse après que le chant, mais mon premier amour c'était la danse, de danser. Toujours en autodidacte dans ta chambre seule? Au début oui. Ouais, j'ai beaucoup fait ça, puis je faisais des spectacles pour les oncles, les tantes, tout le monde qui passait à la maison. Il fallait que je sois à center stage, quoi, au début. Et ta famille, elle te regardait, elle t'applaudissait? Ouais, me poussait aussi. Puis après, ça a changé à l'adolescence, on devient un peu plus shy et j'avais un peu moins envie de spotlight, mais dans ma chambre, en tout cas, je rêvais encore de spotlight, quoi. J'ai envie de chanter la chanson de Whitney. Moi, je chante vraiment pas bien. Mais ça veut dire que chanter cette chanson quand on est enfant, tu poussais la voix? Pousser, oui, en tout cas, j'essayais de faire les vocalises? Je reproduisais le plus possible, au plus proche. Puis je pense qu'on a tous et toutes fait ça dans sa chambre, essayer de reproduire quelque chose qui, en plus, c'est un peu traître parce que c'est fait en studio. Whitney, il n'y avait pas beaucoup besoin de retravailler, je pense. Vraiment, quand on entend la voix de Whitney Houston, c'est du pur bonheur. Mais c'est quand même du studio. Et donc, du coup, c'est un peu traître d'essayer de reproduire des choses qui sont ensuite retravaillées en studio, qui ont une prise de micro que nous, on n'a pas, l'acoustique qu'on n'a pas dans notre chambre. Donc voilà, j'essayais de reproduire ce son-là, ces notes-là. Mais ma question plus précisément, c'est est-ce que tu t'étais rendu compte que tu avais une voix spéciale? Alors moi, je ne me rendais pas compte, mais on me le disait.
et on me mettait en lumière. Donc, c'est plus comme ça, en fait, que je m'en rendais compte. Et puis, en vrai, il y avait même pas... C'était même pas question de s'en rendre compte, c'était que c'était ma passion. Donc, c'était même pas... C'était une évidence pour moi de chanter. Et tu t'imaginais déjà artiste ? Oui, je me voyais sur des grandes scènes, je me voyais avec des longues robes comme Whitney Houston, je me voyais diva. Ouais. C'était elle, en tout cas. C'était beaucoup Whitney, ouais, en grandissant. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Tu as étudié à l'école classique ou... Eh ben ouais, en fait, j'ai pas osé aller dans un cursus plus musical, artistique, et j'ai fait une licence d'éco. Ok. Rien à voir. Je pense que ça rassurait mes parents aussi que je sois dans quelque chose de général qui m'assure un avenir. C'est souvent comme ça, les parents pensent souvent comme ça. Ils ont coutume de penser que les carrières artistiques, on ne sait pas si ça nous mènera loin. Quand on ne connaît pas le milieu. Quand on connaît pas le milieu. Le truc, c'est que c'est ces fameuses injonctions, non ? On doit étudier, on va avoir un travail, se marier, avoir des enfants. Exactement. Et quand on n'évolue pas dans un milieu artistique, on n'imagine même pas peut-être... toi, tu pensais dans ton cœur, tu pensais que tu pourrais un jour faire carrière ? Ou tu te disais, ok, c'est pas pour moi, c'est impossible ? Mais il n'y avait pas cette dissociation, en fait. C'était tellement, comme je te disais, c'était tellement une évidence que je ne voyais pas par quels moyens, comment et aussi pourquoi ça ne marcherait pas. Parce que je ne voyais pas non plus comment faire en sorte que ça marche. Je voyais juste que j'avais envie de chanter, que je ne faisais que ça. Je jouais aussi du piano, donc je composais mes propres chansons. Je commençais à composer, je sais pas, même à 12 ans, je composais déjà des chansons. Une vraie autodidacte ? Ouais. À 100% ? Non, pas à 100%, parce qu'après, j'ai quand même pris des cours de piano. Mais c'est vrai que je composais pour composer, voilà, j'étais chez moi, je composais mes petites chansons. Ça veut dire que chez toi, tu avais un piano, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bah, j'en ai eu un à partir du moment où j'ai dit je peux faire du piano, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que tes parents étaient à l'écoute. Voilà. Et qui te suivaient, ils te donnaient les clés, les outils pour pouvoir avancer. Merci papa, maman. Comme toujours, c'est tellement important d'être soutenu. Mais tu fais donc cette licence de langue et d'économie. Licence, c'est 3 ans. Ça veut dire que tu as déjà 20, 21 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après ta licence ? Qu'est-ce qui se passe après ma licence ? J'en ai eu marre. J'ai dit, là, je vais vraiment... Je pense qu'il y avait beaucoup de peur aussi. Donc j'ai dit, là, il va falloir arrêter d'avoir peur. Et puis, la peur est un besoin. C'est un besoin ? La peur est un besoin. Moi, je crois que la peur, c'est nécessaire. Ça nous sauve de pas mal de choses. Mais ça nous coupe aussi de pas mal de choses. T'avais peur de quoi ? De réussir ou d'échouer. L'un et l'autre sont liés, je crois. Je savais pas. J'avais pas vraiment de conscience. Je savais pas comment se matérialiser cette peur. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de peur. Mais déjà, est-ce que tu savais comment faire pour te lancer dans une carrière artistique ? Non, j'avais déjà rencontré quand même aussi, mes parents m'avaient fait rencontrer des producteurs. Ils sont pas du tout dans le milieu, mais ils cherchaient quand même à m'aider et ça n'avait pas forcément donné quelque chose. Et donc du coup, voilà, j'étais dans cette licence d'éco, en train de me dire moi-même aussi, de me persuader moi-même que j'avais besoin d'avoir un vrai métier, parce que on m'avait dit ça. Et après, je suis sortie de cette licence d'éco et j'ai pris un petit boulot. Donc j'étais hôtesse d'accueil. Okay. Voilà, bonjour. Je répondais au téléphone, je triais le courrier et en même temps, j'ai commencé à faire des mariages, des soirées privées. Waouh. Ouais. Ok, donc tu oses te lancer, tu trouves ta place en tant que chanteuse. Ouais. Tu fais quoi ? Tu prends un musicien avec toi ou juste ton micro, ta playlist et tu te lances ? Non, j'étais pas toute seule. J'étais entourée. J'étais dans des orchestres en fait qui proposent avec pas mal de musiciens qui proposent des soirées tout compris quoi, avec un super orchestre. Ça veut dire que là, tu es hôtesse d'accueil, je te vois, je t'imagine derrière ton comptoir au téléphone et tu dis ok, mais moi j'en ai marre, je veux chanter. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait ? Comment on fait pour décider de chanter et au moins, moi ce que j'aime chez les artistes, c'est que ce qui est important, c'est de chanter, peu importe le public. Toi, tu dis, ok, moi je dois chanter. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait ? Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que
comme j'arrêtais pas de chanter, j'ai l'impression que j'ai aussi appelé à moi et que mes parents voyaient que c'était vital et nécessaire. Et donc, du coup, on trouvait à chaque fois des petits contacts. Il y avait toujours, ma mère qui me disait, il y a la copine d'une copine d'un copain qui peut-être peut te faire monter sur telle ou telle scène. Il y avait... T'as vu ce que tu viens de dire ? J'ai appelé à moi, tu as attiré à toi. C'est-à-dire que quand on incarne et qu'on vibre énergétiquement à 100% cette passion, les rencontres se font de façon magique et il n'y a jamais un bon chemin. N'importe quelle scène est bonne à prendre. Ouais. Donc tu commences à chanter dans des orchestres. Enfin, je chantais depuis longtemps, hein, mais oui, mais tu commences à gagner des sous. À gagner des sous. Voilà, ça, c'est important. Parce que jusque-là, je crois que je ne gagnais pas de sous. Ouais. J'avais commencé à enregistrer avec un producteur des choses et puis ça n'avait pas forcément donné, mais je ne gagnais pas de sous avec la musique. Et donc, j'ai eu ce petit job et en même temps, donc, le matin, j'allais faire hôtesse d'accueil et puis le soir, parfois jusqu'à très tard, je faisais mes soirées privées, mes mariages et je rentrais à 2-3 heures du matin et le lendemain matin à 8 heures, j'étais au taf, quoi. Et très rapidement, naît Nevedia. À quel moment ? C'est-à-dire ? Est-ce que Nevedia, c'est ton prénom de naissance ? Nevedia n'est pas mon prénom de naissance. Nevedia est un nom spirituel et artistique. Je savais qu'on allait parler spiritualité, je savais. Spirituel, ça veut dire ? Ça veut dire qu'il m'est venu à une époque où je me mettais à méditer. Et quand même, en même temps, je cherchais un nom. Et donc, ce nom m'est venu pendant une méditation. Donc, je l'avais, je pense, jamais entendu et il est venu à moi. J'ai toujours su que les artistes étaient des êtres ultra sensibles et inspirés, qui sont des êtres uniques et connectés. Ça me regarde. Nevedia, des orchestres de mariage, d'événements, hop, choriste pour Ed Sheeran, Michel Polnareff, Chaim, Christophe Willem, bref. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ? Comment devient-on choriste de ces artistes si connus et réputés ? Avec des amis qui donnent, qui disent de belles choses sur toi. C'est un ami choriste qui travaillait avec moi sur des mariages, qui a donné mon nom à la production de Michel Polnareff. Et donc j'ai fait des remplacements parce qu'il y avait déjà une équipe de choristes en place et j'ai fait des remplacements. J'ai eu la chance de chanter Lettre à France autour du piano avec 2 autres choristes et Michel Polnareff. Un super souvenir. La chance, elle se provoque, Nevedia. Ton EP Miosis en 2014 à Londres. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu dis la chance d'avoir un ami, c'est plutôt les rencontres que tu as provoquées. C'est-à-dire que tu te lances modestement dans un orchestre et tu chantes, juste avec cette envie de chanter. Est-ce que tu pouvais imaginer que ça allait t'amener, je sais pas, un Bercy avec Chaim ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que je ne réfléchissais pas, juste je faisais. Je chantais. Tu vibrais. Ouais, et je vibrais. Et c'est cool d'avoir autour de soi des gens qui... J'aime bien voir la lumière des gens et du coup, je pense que cette personne s'est dit « Ok, il y a quelque chose à faire avec elle » et a dit un bon mot, a dit de belles choses sur moi à cette production. Donc, merci à lui. Chaim 2013, bref, tous ces cœurs s'enchaînent. Comment t'atterris à Londres ? Alors, j'atterris à Londres, j'avais besoin d'un changement de vie, rupture sentimentale. Ok. Donc j'avais besoin toujours si inspirant. Ouais. Et donc du coup, j'ai eu besoin de partir et Londres m'attirait depuis un moment musicalement. Je me souviens, je crois que j'étais chez moi et je regardais un concert de Jessie Ware et je sentais trop la vibe de cet artiste et je sentais trop la vibe de plein d'artistes, même passés, plus anciens. Et je me suis dit, il faut que j'aille à Londres, il faut que j'y aille. À ce moment-là, tu vis de ton métier en tant que choriste ? Ouais, j'étais intermittente depuis déjà 6-7 ans. Et j'avais... Ça s'est enchaîné très vite, finalement. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que dès que j'ai commencé à faire des tournées, en fait, j'en ai fait pas mal. Déjà, on a beaucoup tourné avec Christophe Willem.
Puis après, il y a eu Shime. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je pars à Londres, j'ai besoin de changer d'air. Comment ça s'organise? Tu connais du monde à Londres? Non. Non, je crois qu'à ce moment-là, je connaissais personne à Londres. Si, peut-être, si. J'avais une amie chanteuse qui s'appelle Leslie Phillips. Mais on se côtoyait pas forcément, mais je savais qu'elle était partie à Londres. Non, je suis partie vraiment pas sur un coup de tête, parce que je me suis donné un petit challenge, c'est de prendre des cours de guitare et de basse. Parce que j'étais déjà musicienne et j'avais envie d'explorer la guitare et la basse. Tu y vas donc avec une intention. Avec une intention, ouais. Quand j'entends ton témoignage, ça résume bien la vie d'une artiste, en fait. C'est-à-dire, tu pars à Londres avec cette intention de te former. Être une artiste, il me semble que c'est un travail constant, d'aller chercher encore plus loin dans ses ressources, ses talents. Donc tu pars à Londres. Et là, tu sors ton premier EP. Ouais. Miosis, ouais, il était déjà dans les tuyaux, en fait. Justement, la rupture m'a bien inspirée. Donc, comme j'étais chez moi et que j'étais pas encore partie à Londres, j'étais seule avec mon piano et tranquille. Donc, du coup, j'ai composé cet album. J'ai rencontré des gens qui voulaient travailler avec moi pour faire évoluer le son. J'ai rencontré de super musiciens avec qui j'ai travaillé dessus. Et voilà, il était prêt, cet EP. Et je suis partie à Londres avec. Et je l'ai fait masteriser dans un super studio avec une personne que je n'oublierai jamais, qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle John Davis, et qui a masterisé les albums de Led Zeppelin, de Lana Del Rey, FKA Twigs, et qui a vraiment adoré notamment mon titre Miosis, qui croyait vraiment en moi. Donc ça m'a aussi beaucoup, beaucoup portée. Et j'ai rencontré des super personnes à Londres, quoi. J'allais dans les jams londoniennes. Il y avait un vrai vivier d'artistes et de gens passionnés. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée, cette période. T'es restée combien de temps? 3 ans. Ah, quand même. C'est énorme. Ouais. Et donc là, tu as renoncé à bosser avec tous ces artistes tu faisais plus du tout les chœurs ou tu rentrais un peu? Eh ben, dis-toi que j'ai renoncé. Enfin, j'ai renoncé. Non, j'ai pas renoncé. La tournée de Shime, c'est fini le 5 janvier. Et je crois que je suis partie le 13. Okay. Donc en fait, je sais pas si j'avais du boulot prévu ou pas en France, mais je pense pas, parce que sinon je serais pas partie. 3 ans, c'est énorme. Et voilà, je suis partie, mais mine de rien, c'est comme ça que j'ai rencontré la prod d'Ed Sheeran aussi, quoi. J'allais y venir. Parle-moi de ta plus belle rencontre artistique, la plus inspirante, voire déterminante. Waouh. Non, je peux pas. J'en ai pas qu'une. J'en ai pas plusieurs. Je te parlais de John Davis. Je te parlais de John Davis qui a beaucoup cru en moi, en fait, et qui a retourné tout le studio Metropolis en disant mais c'est incroyable la musique qu'elle fait et tout. Et ouais, c'était super d'avoir l'opinion d'un gars qui a masterisé quand même des centaines d'albums. Et parmi de très grands albums, et qui croyait en mon petit EP que j'avais fait chez moi, quoi. Enfin, qui avait commencé chez moi. Après, il est allé en studio avec de super musiciens, mais ça partait de mon centre à moi, mes tripes à moi. Donc voilà, il y a cette personne qui m'a beaucoup marquée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont marquée. À ce moment-là, Nevedia, tu es donc artiste, chanteuse. Tu rêves toujours de Whitney Houston. Tu as cette niaque. Est-ce qu'on peut parler d'ambition? Est-ce qu'on peut parler de détermination? De passion qui ne me quittait pas. Besoin de composer plein de chansons. Ouais, je crois que c'est ça qui me guidait, mais j'avais pas de plan clair. T'avais pas de plan clair? Non, j'avais pas de plan clair. Je pense que c'est important quand même aussi d'avoir un plan pour pas partir dans tous les sens. Et en même temps, je considère vraiment que j'ai eu beaucoup de chance. Je me considère comme quelqu'un de vraiment très chanceuse. Même quand je peste et que je me dis « Oh là là, j'arrive pas à avoir ça, tel rôle ou ceci ou cela ». Mais j'essaie de rester dans la gratitude, parce que quand même, je trouve que j'ai eu plein de belles choses, j'ai rencontré plein de belles personnes sur mon chemin et plein de beaux rôles. Et on m'a vachement mise en avant. Donc, ouais, c'est beau. Là, on est en train de parler des années 2014, 2015 à Londres.
Est-ce que tu étais déjà familière avec la comédie musicale qui était peu connue encore en France, ou peut-être que c'était les débuts. On n'a pas eu, nous, ici en France, cette culture de la comédie musicale. C'est arrivé bien après, par rapport aux États-Unis ou même l'Angleterre. Je suis sûre d'avoir vu The Bodyguard. Est-ce que je l'ai vu à Londres ou aux States? Non, je l'ai vu à Londres. J'ai vu The Bodyguard, forcément. Mais j'avais pas une grosse... J'étais pas amenée par là, en fait. J'étais beaucoup en chœur d'artiste. Et la comédie musicale, ça faisait pas encore trop partie de mon... de ma culture. Parce qu'être artiste pluridisciplinaire, c'est justement... être à l'aise dans les 3 disciplines, qui sont la comédie, le chant et la danse. Bon, alors toi, petite, déjà, tu faisais de la danse et tu chantais. La comédie, interpréter, jouer, aller chercher ses émotions, c'est apparu quand? J'ai pas de date précise. Je pense qu'à force de regarder d'autres artistes le faire, j'avais mon propre... ma propre manière de faire, mais j'avais pas encore étudié dans ce sens-là. C'est pour ça que je te dis, la comédie musicale, j'avais pas encore conscientisé le fait de faire le triple threat, tu vois, comédie, danse et chant. Je l'avais pas conscientisé et j'étais pas du tout dans cette voie de la comédie musicale. Et c'est venu, moi je me suis formée en tant que comédienne, vraiment formée, en tout cas durablement, c'est-à-dire j'ai pris quelques cours à Londres, mais j'ai vraiment fait une école quand je suis rentrée de Londres. Ah ouais, laquelle? J'ai fait le studio Pygmalion. Ok. Et c'était super 2 ans d'immersion avec des super coachs. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc c'était vraiment super. Et après, j'ai continué de me former, et je continue toujours avec une coach qui s'appelle Chloé Offler, qui a fait la Susan Batson School à New York et qui m'apporte encore un autre aspect de mon acting. On fait beaucoup de travail caméra, etc. Donc, au fur et à mesure, ça s'étoffe. Et la comédie musicale, c'est arrivé, je pense, c'est pas une comédie musicale, mais c'était un spectacle musical, mais c'était Saturday Night Fever. Saturday Night Fever, cette année, enfin, il y a pas longtemps, Holidays, le musical, et ce premier rôle, Joséphine Baker. Oui. Comment tu as atterri sur le casting de Joséphine Baker? J'ai été contactée par Christopher Lopez, directeur de casting. Qu'on connaît bien ici, qu'on a eu justement en interview sur Casting Call. Qui m'a proposé à la place, m'a proposé au début un autre spectacle et je me sentais pas. Et ensuite, il m'a rappelé pour Joséphine. Pourquoi tu ne te sentais pas sur l'autre casting? C'est parce que le rôle ne t'intéressait pas? Non, voilà. C'était pas parce que tu te sentais pas à ta place ou un truc dans le genre. C'était pas ça. C'était voilà. Le rôle ne t'inspirait pas. Ouais, ça m'inspirait pas sur le coup. Et là, on te propose Joséphine Baker. Ouais. Et je croyais pas que j'allais être prise. C'est fou. Tu la connaissais? Je connaissais. Je connaissais pas beaucoup son histoire. Je connaissais un peu son histoire. Et je connaissais toute l'imagerie qu'il y a autour d'elle. Fais-nous le speech de Joséphine Baker, rapidement. Le speech du spectacle. Du spectacle? Mes amis, chère famille, je veux que vous sachiez que ce jour est le plus beau de toute ma vie. Quand j'ai quitté Saint-Louis, on m'a mise dans le wagon de queue. Et vous savez très bien pourquoi. En France, je pouvais aller dans n'importe quel restaurant. Et je n'avais pas besoin d'aller dans les toilettes réservées aux gens de couleur. Et je n'avais pas peur qu'on me crie « nègre ». Reste au bout de la queue. J'étais heureuse. J'ai eu du succès. Joséphine Baker, ça reprend le 16 octobre au Théâtre Bobino. Quel rôle? Je t'ai vu plusieurs fois sur la scène du trophée musical, de la remise des trophées musicales. Et j'ai découvert une Névédia engagée. Quand on est martiniquaise et qu'on est noir de peau, est-ce qu'il est évident d'être engagée? Je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, c'est une évidence pour moi. Et c'est pas forcément facile, parce que c'est quelque chose qui m'est venu
à force de subir du racisme dans ma vie personnelle, mais aussi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure dans mon travail. Et je me suis dit, pour moi, c'est pas possible, donc je suis obligée de parler. Je peux pas faire semblant par rapport à ça. On te Ou sent alors extrêmement engagée et exigeante. Exigeante envers toi-même, exigeante dans ton travail, exigeante. On te sent comme une tigresse avec une dimension professionnelle, quelque chose de l'ordre de l'exigence. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis exigeante. Ça a toujours été comme ça? Oui, trop, parfois. Je suis très dure envers moi-même. Et je dirais que ça, c'est un truc que j'ai envie un peu de gommer. Il faut avoir de l'indulgence envers soi-même. Je m'en suis rendu compte notamment, justement, dans les workshops d'acting que je fais avec Chloé Offler. Il faut être douce envers soi-même. On ne peut pas toujours se donner des coups de bâton en disant mais pourquoi ? Surtout dans nos métiers. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait en plus l'âge qui avance, il faut avoir réussi avant tel âge, il faut avoir fait telle ou telle chose. Il y a un jeunisme qui nous écrase et qui écrase même les plus jeunes, je trouve. Et qui nous fout une pression pas possible. Et je pense qu'il faut savoir être doux et douce pour trouver justement pour pouvoir se trouver quand on est dur envers soi-même en se disant oh là là, il faut que je rentre dans telle case et il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. On se coupe de ces possibles. Et il faut de la douceur. J'apprends à me donner de la douceur là. Et une sorte de lâcher prise aussi. Et le lâcher prise. Et en même temps, cette exigence a dû être un moteur. Parce que lorsqu'on on parle de ton parcours, il y a beaucoup de succès. Quand tu parles de chance, je ne suis pas sûre que ça soit de la chance. Ouais, parce je que sais. derrière tu ça, me reprends à chaque fois que je dis chance. Il y a du travail. Oh, bien sûr. Il y a du travail. Et c'est ce que je dis souvent en coaching. C'est-à-dire que c'est un métier dur avec un travail extrêmement exigeant. Parle-moi de ton hygiène de vie, justement. Alors, mon hygiène de vie, quand je suis au top de ma forme, je fais des pics carrément de sobriété totale. Parce que je sens que pour ma voix, c'est pas le top de boire. Donc du coup, je fais vraiment il y a des moments, j'ai des grosses phases de sobriété et puis après j'ai des phases un peu moins sérieuses. Mais quand tu te rends compte que t'es obligé de l'avoir cette hygiène si tu veux pouvoir monter sur scène 5-6 fois par semaine, faut se calmer. Faut se calmer, faut être sage et puis en plus ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, moi, j'ai fait pas mal de yoga. Donc, le yoga était vraiment un grand truc, surtout pendant que j'étais à Londres. Et de la danse. Et récemment, je me suis mise un peu à la muscu pour mon rôle dans Holidays. J'ai lâché parce que j'ai pas eu le temps j'avais trop de choses sur le feu, mais ça me dit bien aussi. C'est important d'être dans son corps, en fait. Je pense qu'au-delà du fait d'entretenir son corps et que physiquement, esthétiquement, ça ressemble à certains critères, que ça coche certaines cases. Le sport est important pour sentir son corps. Et la danse, là pour Joséphine Baker, j'ai fait des coachings notamment avec une amie qui s'appelle Stacy Emily. Et on a fait, par exemple, on s'est rapproché des danses comme le twerk et des choses comme ça dont j'avais besoin pour retrouver mon centre et être dans mon corps féminin, ce qu'avait beaucoup Joséphine. Dans sa danse, il y avait beaucoup je pense qu'elle connaissait bien son corps. Et je pense que c'est très important de connaître son corps et d'être dans son corps, d'être incarné. Parce que on passe beaucoup de choses par le mental, par la tête, et comment je vais réussir à avoir tel ou tel rôle. Je pense qu'en étant dans son corps, ça marche beaucoup mieux. Christopher Lopez te propose le rôle, tu passes le casting. Ouais. Et à ce moment-là, tu dis, ok, non, je vais pas la voir. Pourquoi ? Alors non, je me dis pas, je vais pas la voir, mais j'y vais. Alors je sortais d'un coaching de Chloé Offler, justement, et j'avais retravaillé mon enfant intérieur. J'avais reconnecté avec mon enfant intérieur dans mon acting, et ça m'avait fait un bien fou.
Et j'arrive à ce casting et les gens sont hyper solaires. Il y avait Brian Bouillon-Baker, il y avait Jean-Pierre Hadida, Francine, la production et voilà, et plein d'autres personnes. Et moi, j'arrive en fait et j'étais super bien dans ma peau parce que j'étais juste connectée à moi-même, à mon enfant, et j'avais envie de jouer, j'avais juste envie d'être. Tu étais cette petite fille dans sa chambre qui chantait du Ouais. Whitney Houston et qui Carrément. était applaudie. Ça m'émeut ce que tu dis. C'est la clé de la réussite, justement, cette connexion à soi et se rappeler qui on est profondément. Et c'est pour ça qu'il est toujours important de se souvenir de son enfance et de ses rêves. Attention à vos rêves, parce qu'ils se réalisent. Qu'est-ce qui t'avait permis de te connecter à l'enfant intérieur ? Je ne sais plus exactement quel exercice. Je sais juste que je sortais de ce workshop avec Chloé. Et pourquoi ? Avec Chloé dit toujours que donc Chloé Offler, la coach dont j'aime beaucoup parler parce qu'elle m'a beaucoup apporté, elle dit acting is playing. Jouer, c'est jouer. Jouer, c'est jouer en fait, parce que il y a des mots différents en anglais et en français, mais on joue pour de vrai et on joue à être vrai ou on est vrai et je m'étais reconnectée à ça. Et du coup, j'étais plus en train de me dire, je suis pas arrivée dans cette salle de casting en me disant oh là là, je vais être jugée, est-ce qu'on va vouloir de moi, est-ce qu'ils vont me prendre ? Je suis arrivée vraiment en mode j'avais envie d'être là et de jouer et de chanter et d'être dans la joie. Et d'être dans la joie. Ouais, et pareil pour Saturday C'est la Night Fever. clé. Ouais. Et d'être dans la joie. D'être dans la joie et d'être bien dans mon corps. Et là, on te rappelle. On me rappelle, oui. Et on te dit, ok, c'est toi le premier rôle. Ouais. Joséphine Baker. Ouais. Et là, comment tu prépares le rôle ? J'imagine, on enquête, on recherche, on regarde. Comment t'as fait ? Des heures et des heures de visionnage de vidéos, de livres aussi, le livre de Brian, d'autres livres sur Joséphine. Quand tu parles de Brian, c'est Brian Bouillon Baker, ouais. Le fils adoptif. Parce que Joséphine Baker a une vie incroyable. Enfin, si croyable, parce qu'elle l'a fait. Mais une vie pleine de différentes facettes. Et oui, donc son fils, Brian... c'est pas rien de rencontrer son fils quand même. C'est incroyable. C'est croyable. Raconte, c'est quoi ? C'est la prod qui a organisé ça ? Alors, il faut savoir que c'est le conseiller artistique et historique. Exactement. Parce qu'on suit de façon authentique, véritablement, son histoire. Oui. À Joséphine Baker. Allez-y, parce que je l'ai vue, je retournerai. T'as dû tisser... ça doit être compliqué pour toi de ne pas trop être dans ce mimétisme et de ne pas être envahi par l'histoire de Joséphine Baker. Je pense que ce qui m'a sauvée de ça, c'est et le fait que j'étais connectée à moi et que j'avais envie de la représenter en étant moi-même, que ça passe vraiment par moi, par mes tuyaux, mon corps. Et je pense aussi que Joséphine Baker permet ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le livre de Brian Bouillon-Baker s'appelle Joséphine Baker, l'universelle, je crois. Et pour moi, c'est ce qui a fait qu'elle a été si connue et si aimée. Pour moi, elle est universelle, on peut se retrouver en elle. Elle a des blessures énormes par rapport à ce qu'elle a vécu aux États-Unis, au racisme, à la ségrégation, à tout ce dont elle a pu être témoin. Et en même temps, cette force, ce souffle de vie qui l'a emmenée à Paris et à faire cette carrière extraordinaire à travers le monde. Et avec beaucoup d'humilité, d'authenticité, qui donne envie juste d'être soi-même authentique et de s'aimer soi-même. Donc j'avais pas envie d'être une copie, j'y ai même pas pensé. Après on peut toujours tomber dans des écueils, hein, mais c'était important que ça passe par moi et ça me nourrissait. Raconte-moi la rencontre avec son fils, Brian Bouillon-Baker. Alors Brian était, dès le casting,
extrêmement lumineux et extrêmement généreux. Il avait envie de parler de sa mère. Il me parlait souvent de son sourire avant-guerre, son sourire après-guerre, de son aura. Et je pense qu'à travers lui, parce qu'elle leur a transmis ça, j'ai pu... c'est comme si c'était palpable, en fait, l'aura de Joséphine Baker, à travers lui et à travers ce spectacle. Tu dis les frères, ils sont plusieurs, je crois. Oui, alors moi j'ai rencontré en tout cas j'ai discuté vraiment beaucoup avec Brian. J'ai rencontré leur sœur aussi, mais j'ai beaucoup plus discuté avec Brian vu qu'il travaille sur le spectacle. Direction musicale, Raphaël Bancou. Chorégraphie et co-metteur en scène, Florie Souris. Oui. Se préparer à ce rôle, c'est pas rien. Est-ce que tu as eu des moments de doute ? Est-ce que Nevedia, elle doute parfois ? Oui, énormément. Énormément. C'est-à-dire que ça m'arrive, avant la première d'un spectacle, de me dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis mise là-dedans ? Je pense que c'est l'envie de rester dans sa petite zone de confort. Mais c'est quoi ? C'est trop d'émotions ? C'est un rôle trop... C'est vrai que c'est un sacré rôle, quoi. Et puis tu te dis, mais ça va c'est chercher des sacrées émotions. Et puis, par rapport à ton identité dont tu parlais, en tant que femme noire, martiniquaise, ça te renvoie à et beaucoup puis de choses. Elle est immense, quelque part. Par rapport à ses combats, par rapport à tous ces combats pour la solidarité dans le monde, pour sa tribu arc-en-ciel, pour la résistance. Et franchement, il y a pendant tout le travail de rentrer dans ce rôle, je ne me suis pas posé la question. J'avais juste vraiment envie de la représenter dignement et de me représenter dignement et de représenter le spectacle dignement. Donc on avait tous et toutes envie de faire un beau travail et d'être fiers. Donc j'avais pas le temps, j'ai l'impression que j'avais pas le temps de douter. Mais alors, quelques jours avant la première, waouh. Mais ça m'est arrivé sur plusieurs spectacles ou plusieurs moments de ma carrière où tu te dis mais c'est comme j'ai déjà sauté en parachute et tu te dis mais c'est comme sauter en parachute quoi. Mais pourquoi je fais ça ? Vertigineux, complètement vertigineux. On te voit sur scène incarner Joséphine Baker. On vient, on assiste, on s'assoit dans ce fauteuil douillet et on n'imagine pas le travail que c'est que d'être comédienne, l'exigence que c'est de jouer chaque soir, de jouer les matinales. Alors que tu es maman toi-même d'une petite fille qui s'appelle Corail, qui a 3 ans. C'est là où j'en reviens à ton hygiène de vie. Tu parlais d'envie de cinéma, de caméra, et je te le souhaite. Merci. Il me semble que le travail théâtral est d'une exigence à chaque jour, recommencer, être dans l'instant. Retrouver l'émotion. Est-ce que tu te prépares mentalement ? Tout à l'heure, tu parlais de méditation. Est-ce que tu travailles sur la pensée positive, la visualisation, juste la confiance en soi ? Tu t'appuies sur ton texte. Ça devient une routine. Je ne crois pas, parce que tu travailles sur les émotions. Mais c'est quoi ton secret avant de monter sur scène ? La respiration. Depuis que je fais ça se passe beaucoup mieux. Parce que je suis quand même une traqueuse, une stressée. Et j'ai commencé à faire une technique... la respiration Wim Hof. C'est un gars, Wim Hof, qui va dans des bacs de glace pendant 2 heures et qui a développé une technique de respiration. Et donc moi, j'ai commencé à faire ça il y a quelques années et ça m'aide beaucoup. Notamment depuis Joséphine Baker, je l'ai beaucoup fait. La première chose qu'on fait en sortant du ventre de notre mère, respirer. Voilà. Et si vous êtes attentif à ça, vous allez voir que souvent vous êtes en apnée. Donc, respirer. Exactement. La guérison par le souffle. Qu'est-ce que la maternité a changé dans ta vie ? Et ben voilà. Je cherchais le lien, je cherchais pourquoi mon enfant intérieur. Je pense que la maternité aussi a changé ça. Ce besoin de me reconnecter pour pouvoir être connectée à elle aussi, de me reconnecter à mon enfant intérieur. Pour être authentique et transmettre des vraies valeurs, celles qui s'en tiennent. Comme quoi la maternité est révélatrice. Révélatrice comme révélation féminine.
les trophées de la Comédie Musicale 2023. Mais qu'est-ce que tu étais belle dans ta robe, là, Merci. magnifique. Tu es star. Merci. Moi, je dis tout le temps que les artistes, ça s'explique pas. Il y a ce truc, ce charisme. Comment tu l'as vécu? Une consécration, pour toi, c'est pas très important, ou si c'est important? Elle me regarde avec des grands yeux, du genre, qu'est-ce que tu dis? Super important, super important. Puis c'est marrant, en plus, je m'y attendais pas. Mais c'est ça qui est fou, c'est que je pense que quand tu traces ta route, donc voilà, moi je me suis habillée, j'ai dit attendez, je vais C'était particulièrement belle, hein. Ah bah merci beaucoup. Je me suis dit, je vais mettre cette tenue parce que quoi qu'il arrive, je vais au trophée de la Comédie Musicale. Okay. Et je suis hyper heureuse. Et en fait, let's put on a show. On est là pour faire le show, on est là pour vibrer. Et donc du coup, je me suis dit, mais je vais me faire plaisir, je vais mettre cette tenue que j'adore et dans laquelle je me sentais forte. Et je ne m'attendais pas à recevoir ce trophée. Et du coup... Au moment où on m'a dit mon nom, vraiment, j'étais là. J'avais des gants en noir, en satin. J'ai fait OK, je mets mes gants, je monte sur scène. Enfin, j'étais vraiment genre waouh, quoi. Inspirée, encore une fois. Ouais, et puis j'avais préparé un discours, parce que on prépare un discours, parce que tu te dis on ne sait jamais. Mais en réalité, au fond de moi, alors c'est peut-être parce que s'imaginer que tu vas l'avoir, peut-être tu as peur d'être déçu, donc du coup, je sais pas. Peut-être je voulais pas y penser, en fait, peut-être. Mais j'avais préparé mon discours. Je me suis dit, si je monte sur scène, il faut que je dise ces choses-là. Tu avais une robe en velours très près du corps ou non? C'est pas ça? Non, j'avais une robe plutôt en fishnet. Ouais, voilà, c'est ça. Que j'avais. La jupe, je l'avais faite. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est une jupe que j'ai faite. Ah, que t'as faite toi? Ouais. Ok. Et le soutien-gorge, c'est une créatrice que j'adore qui s'appelle Asina Dreams. Et je porte ses créations notamment au Crazy Horse. Qui fait des soutiens-gorge incroyables, des ornements partout, et j'ai l'impression d'être une guerrière dedans. Une guerrière. Ouais. Mais tu arbores une coiffure de guerrière aussi. Ah oui, ouais, bah ouais, un peu. Hein. Je pense que ouais, la coiffure aussi. Loin des injonctions de la féminité qu'on nous impose souvent. Très belle et très féminine avec ce rose. Ouais. Mais c'est ton look à toi. Tu viens de me faire une perche extraordinaire. Crazy Horse. Mm-hmm. Tu bosses au Crazy Horse aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au Crazy Horse? Alors au Crazy Horse, je suis entertainer ou maîtresse de cérémonie. Donc je chante le pré-show, j'accueille les gens et j'interagis avec elles, avec eux pendant tout le spectacle. Comme un petit fil rouge qui se balade entre les sièges rouges et je leur fais des blagues et on rigole et je flirte très gentiment et très sagement, mais juste pour avoir ce contact avec les gens et qu'on passe un bon moment. Le Crazy Horse, qui est un lieu iconique de représentation du féminin à la française, c'est bien ça? Ouais. Du féminin, de la rigueur, de l'esthétique, d'une esthétique très particulière et très travaillée. Avec d'une exigence incroyable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les danseuses et pour la direction artistique d'André Dysenberg et des personnes qui étaient là avant elle. Donc, j'ai vraiment beaucoup de respect pour cette maison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du cinéma, tu disais. Ouais, j'adorerais. T'as déjà passé des castings au cinéma? Peu. Ouais, et tu sais comment il faudrait faire? Eh ben non. Et pourtant, je baigne comme quoi. C'est dire à quel point ça peut paraître un petit peu des fois très challenging de se retrouver sur la route de ces castings. Mais vous êtes là pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre aussi la fragilité d'un artiste, que vous pouvez être au premier rôle d'une pièce de théâtre où tous les directeurs de casting vont venir vous voir, nos amis directeurs de casting, et que le cinéma finalement est là, à la portée à ta porte, à tes pieds. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Nevedia qui chantait du Whitney Houston? À la petite Nevedia qui chantait de Whitney Houston. Reste comme tu es. Reste connecté à toi-même. Ne te perds pas en chemin en voulant bien faire. Et brava à toi parce que tu me fais vivre mes rêves.
Donc, merci. On aura entendu beaucoup de vibrations, beaucoup de passion, d'incarnation. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre Whitney Houston, Joséphine Baker et Nevedia? Waouh. Non, je saurais pas, vraiment, je saurais pas te dire. Je pense que c'est plutôt. Moi, si on me voit chanter du Whitney Houston et qu'on me dit que j'ai des choses en commun avec elle, merci. Si on me voit sur scène incarner Joséphine et qu'on me dit que j'ai des choses en commun avec elle, merci. L'envie d'être sur scène, la passion. J'espère l'authenticité. Je fais mon possible pour rester le plus possible authentique. Et je pense que même Whitney Houston, qui a été pas mal malmenée dans sa carrière, parce qu'on voulait lui donner des rôles dans lesquels elle ne voulait pas forcément rentrer, même à travers ça, elle a essayé de rester authentique. Donc, je pense que l'authenticité, c'est la clé. 2024, des femmes comme toi, Nevedia, j'ai la sensation que justement l'information vous permet à vous toutes, les femmes, les artistes, d'être authentiques et de vous protéger avec exigence. Merci Nevedia pour ce moment, et le 16 octobre, on sera tous au théâtre Bobino. À très bientôt et merci. Merci à toi.